Une réponse. Sénateur Plett. Merci, Madame la Présidente. Alors, je n'allais pas parler de ce sujet jusqu'à avant notre réunion d'aujourd'hui. Je serai très rapide. Je remercie le sénateur Hurd pour son discours et je sais que d'autres personnes devraient tenir compte de la longueur du discours et le prendre comme modèle. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Ce sera pour une autre fois, sénateur Gould. Le sénateur Gould et moi allons en prendre note. Mais en tout cas, je dois mentionner certaines choses et je vous promets que je serai rapide. Mais j'aimerais quand même mentionner certains faits. J'aimerais mentionner des faits sur l'engagement du gouvernement Trudeau par rapport à l'Ukraine. Je vais d'abord citer le Edmonton Sun sur les engagements du gouvernement. Trudeau a encore une fois fait de trop grandes promesses et n'a pas pu les livrer. Sur l'Ukraine, comme sur d'autres dossiers, les libéraux sont très rapides à annoncer des mesures, mais ils agissent lentement et ils ne tiennent pas leurs promesses. Justin Trudeau est un grand parleur et un petit faiseur quand il est question de l'Ukraine. Il a formulé toutes sortes d'annonces de centaines de millions de dollars avec toutes sortes d'équipements, mais il n'a tenu aucune promesse. D'après les données du gouvernement qui ont été compilées par Le Devoir, près de 60% de l'aide militaire promise par Trudeau à l'Ukraine depuis l'invasion par les Russes le 24 février, donc 1,4 milliard, 1,4 milliard n'ont toujours pas été livrés. Cela comprend des centaines de millions pour des systèmes de missiles de surface à l'air que le gouvernement avait annoncé en grande pompe il y a plus d'1 an. Cela comprenait aussi 35 caméras de drones à haute résolution évaluées à 76 millions de dollars qui ont été annoncées l'an dernier. Il y avait aussi toutes les munitions, 25 millions de dollars pour les vêtements d'hiver. Et maintenant, on est en été. Ils avaient promis 25 millions en vêtements chauds. Ils avaient aussi promis des voitures blindées, entre autres. Depuis 2 ans, l'Ukraine demande au Canada et aux alliés de leur fournir davantage d'aide militaire, y compris des roquettes et des obus. Les conservateurs ont demandé au gouvernement d'augmenter la production de munitions clés, y compris les balles de 155 mm et d'augmenter la quantité d'armes données aux Ukrainiens. Ainsi, nous pourrions être un partenaire fiable pour nos alliés. Le gouvernement n'a rien fait pour signer des contrats pour augmenter la production de munitions d'artillerie. Le gouvernement a plutôt confirmé que le gouvernement Trudeau n'a pas augmenté la production au Canada de munitions d'artillerie. C'est le chef des forces armées qui dit que nous n'avons que 3 jours de munitions disponibles pour nous défendre et malgré les besoins continus, malgré les besoins continus de nos alliés ukrainiens. Un peu plus tôt ce mois-ci, à la suite d'une demande de l'Ukraine, le chef Pierre Poilievre a demandé au gouvernement de donner 83 000 roquettes canadiennes à l'Ukraine. Ces roquettes ont été demandées par les Ukrainiens en novembre 2023 et ces roquettes seront bientôt détruites par les forces armées canadiennes. C'est le type de roquettes dont l'Ukraine a désespérément besoin. Et l'Ukraine a même dit qu'ils étaient prêts à venir les chercher et qu'on n'aurait pas à les livrer. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les expédier à partir de Montréal parce que les conteneurs sont remplis de voitures volées. Oui, c'est un peu en fait, c'est ce que j'imagine, mais considérant le nombre de voitures volées au Canada et que c'est à Montréal, je crois que j'ai bien deviné. Je vais citer Christian Leprecht, un professeur au Collège militaire royal. Tous ces retards ont des conséquences énormes sur la sécurité de l'Ukraine et font en sorte que le stockage d'armes est encore plus difficile. Il est clair que les paroles du gouvernement au sujet de leur appui indéfectible sur lequel l'Ukraine peut compter ne représentent pas la réalité.
Et cela a un effet non seulement sur les champs de guerre, mais aussi sur nos alliés. Nos alliés nous voient de plus en plus comme des alliés non fiables. Le Canada a fait des promesses sans avoir de la coordination de tous les ministères et agences impliqués. On n'a pas non plus vérifié notre capacité à livrer nos promesses. Dans un livre publié la semaine dernière sur le Canada et l'Ukraine, les auteurs ont été très clairs. Ils ont dit que le Canada a une campagne d'image où il veut montrer la feuille d'érable, mais il n'a aucune autre considération par rapport à l'Ukraine. Lorsque toutes les aides viendront à leur fin, y compris les prêts, le Canada est 32e sur 39 pays qui ont fourni de l'aide directe à l'Ukraine par rapport à son PIB. Nous sommes au niveau du Portugal. Tel que je l'ai dit, nous sommes de grands parleurs. Regardons maintenant le reste du bilan des libéraux. Initialement, lorsque le président Zelensky a demandé de ne pas fournir de turbines à la Russie pour qu'ils puissent financer leur machine de guerre, le gouvernement a envoyé la turbine. Justin Trudeau a permis au Canada de fournir des détonateurs pour des mines qui sont utilisées pour faire exploser les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont demandé au Canada de leur fournir du GNL pour remplacer le carburant russe et les libéraux ont refusé. Au lieu de cela, les libéraux ont choisi d'insérer un libellé lié à la taxe carbone dans le plan de libre-échange. Il y a aussi la valeur des biens russes gelés qui sont estimés à plus de 3 milliards de dollars. Puisque la Russie ne compensera pas l'Ukraine de sitôt et puisque l'Ukraine a besoin d'aide, la confiscation de biens russes devient la seule option viable, surtout en sachant que plus d'1 billion de dollars sera nécessaire pour que l'Ukraine puisse se rétablir entièrement. Mais Justin Trudeau ne fait rien sur ce dossier. Et nous savons qu'il a mis dans l'embarras le président ukrainien en invitant un nazi à une visite d'État. L'Ukraine a eu une taxe carbone depuis 2011. La sénatrice Midvar, nous le savons. Et un jour, elle en avait besoin parce qu'un jour, elle veut faire partie de l'Union européenne. Aucun autre accord commercial n'a fait mention du mécanisme de tarification carbone et l'accord actuellement en vigueur avec l'Ukraine n'en fait aucune mention. Pourquoi Justin Trudeau est-il si obsédé par cette taxe carbone qu'il veut l'inclure dans un accord avec un allié en guerre? Pourquoi Justin Trudeau pense-t-il que l'Ukraine a besoin d'une taxe carbone plus que de munitions? En parlant des obsessions du gouvernement Trudeau qui n'ont rien à voir avec les besoins des Ukrainiens, que dire des 4 millions de dollars annoncés pour créer un groupe de travail sur le genre et la diversité afin de promouvoir une action anti-mine transformatrice en Ukraine? Parce que, bien sûr, un pays en guerre a besoin d'une action transformatrice en matière de genre et non de munitions. Et je suis certain que ces braves soldats ukrainiens seront réconfortés par le fait que le Canada donne de l'argent pour étudier les disparités de genre dans les médias ukrainiens. On doit se demander pourquoi Winston Churchill nous avait pensé à demander ce type d'aide lorsque Londres se faisait bombarder en 1941. Pour Justin Trudeau et Chrystia Freeland, l'Ukraine n'est qu'une autre opportunité pour prendre de belles photos et démontrer à quel point ils sont angéliques. Aussi, ils font semblant de se soucier de la situation, mais cela ne fonctionne plus. Les Canadiens et les membres du public comprennent un fait très simple. Justin Trudeau n'est pas un premier ministre sérieux. Il n'en vaut pas le coup. Les conservateurs ont appuyé et vont continuer d'appuyer l'Ukraine dans sa lutte pour son intégrité territoriale contre la Russie et Vladimir Poutine. Dès que nous serons au pouvoir, nous livrerons les munitions et les armes dont les Ukrainiens ont besoin pour défendre leur souveraineté contre l'agression russe. Et nous ferons tout cela sans aucune référence à une taxe sur le carbone, une taxe que nous supprimerons lorsque nous formerons le gouvernement.
Le sénateur Gould a fait de la désinformation sur ce projet de loi en prétendant qu'il était urgent de l'adopter. Le gouvernement a choisi de fixer une date d'entrée en vigueur pour C-57 à sa discrétion. Chers collègues, on aurait pu adopter ce projet de loi aujourd'hui et il n'entrerait pas en vigueur. Et il n'entrerait même pas en vigueur avec la sanction royale. Alors, si on l'adopte aujourd'hui, cela ne ferait absolument rien. En fait, le gouvernement lui-même, à l'autre endroit, sénateur Gould, n'est pas pressé d'adopter le projet de loi. Le 14 décembre, nous avons proposé d'adopter le projet de loi à la Chambre des communes. C'est ce que la ministre Gould, la leader du gouvernement à la Chambre, a dit à nos collègues à la Chambre des communes, et je cite, « Il est vraiment important que les conservateurs réfléchissent pendant les vacances et envisagent peut-être de modifier leur position, car il serait vraiment bien de pouvoir montrer à l'Ukraine la solidarité et l'unanimité dont le Parlement a toujours fait preuve à l'égard de l'Ukraine. Je vais leur donner le temps et l'espace nécessaires pour réfléchir. » Elle leur a donné 7 semaines pour réfléchir. Je pense qu'on aurait dû leur accorder 2 semaines. C'est raisonnable. C'est raisonnable. C'est moins de la moitié du temps nécessaire pour que la Chambre réfléchisse. Alors, chers collègues, prenons 2 semaines pour y réfléchir et revenons ici, rafraîchis le 19 mars et votons. Les Ukrainiens auront encore besoin d'aide à ce moment-là et nous serons toujours en mesure d'offrir de l'aide sans en donner. Merci, chers collègues.